du développement des énergies renouvelables. On continue d'en parler avec notre invité, le président du pays, Mouetar Broderson, Yaurana. Yorana Athéna, Yorana à ceux qui nous regardent. Alors, l'ancien gouvernement avait projeté de lancer un nouvel appel d'offres pour augmenter à nouveau le parc solaire en Polynésie. Qu'en est-il aujourd'hui? Quelle est la stratégie de votre gouvernement? Il y a un plan de transition énergétique. Ce plan, il est, encore une fois, tout n'est pas à jeter dedans. Il y a beaucoup d'éléments qui sont positifs, donc nous allons poursuivre ces éléments-là. C'est ce que nous avons dit pendant la campagne, que nous n'étions pas dans une optique de faire table rase du passé. Donc quand les choses sont bien faites, on les maintient. L'objectif reste le même. On a des réflexions sur notamment le stockage, le type de batterie qui est utilisé aujourd'hui. Les filières de recyclage de ces batteries ne sont pas encore tout à fait bien définies. Donc ce sont des questions qu'on se pose actuellement. Toujours sur l'action gouvernementale, la TVA sociale sera supprimée à compter du 1er octobre. Le pays a décidé de mettre la main à la poche jusqu'en 2024 pour compenser le manque à gagner pour la CPS. Et après 2024, comment on fait? Après 2024, pendant 2024, on entame les réformes qui sont nécessaires tant au niveau de la CPS qu'au niveau de notre fiscalité. C'est comme ça qu'il faut procéder, il ne faut pas se précipiter. Nous avions dit que nous supprimerions la taxe sociale, ce n'est pas une TVA, il faut le rappeler. Nous le faisons à partir du 1er octobre, donc nous tenons nos promesses. La suppression de cette taxe ne garantit pas que les prix vont baisser dans les commerces. Finalement, cette suppression, quel est le bénéfice? Quel est son bénéfice? Alors, écoutez, je pense qu'à un moment donné, il faut être sérieux. Les commerçants eux-mêmes, les grands distributeurs, notamment lors des auditions qui ont été menées par l'Assemblée nationale, ont tous pointé du doigt cette taxe sociale comme un des facteurs d'augmentation des prix. Donc, le pays fait sa part en supprimant cette taxe sociale. Maintenant, nous attendons que les distributeurs, que les commerçants fassent la leur. En parlant de la CPS, le haut-commissaire indique que l'État pourrait s'engager à rembourser la caisse pour les frais engagés par la CPS pour les malades du nucléaire à raison de plus de 8 millions de francs par personne. Selon Eric Spitz, cela concernerait 400 personnes reconnues par le CIVEN. Qu'en pensez-vous? Je pense qu'il faut toujours voir le verre un petit peu plein et pas trop vide. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller au-delà de ces sommes si on veut obtenir une vraie réparation, une réparation totale des préjudices. Mais il faut commencer quelque part et c'est un bon départ. Sur les mesures de lutte contre la hausse des prix, l'opposition vous reproche de ne pas aller assez vite sur votre action en faveur du pouvoir d'achat. Qu'avez-vous à leur répondre? Je pense qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. C'est des mécanismes qui sont délicats. Si on reprenait les programmes des uns et des autres, il y avait un certain nombre de mesures immédiates. Certains avaient proposé de supprimer la taxe sociale dès le premier Conseil des ministres. D'autres proposaient de supprimer purement et simplement la partie CAF des importations. Ce n'est juste pas possible, c'est une réglementation internationale. Donc vous voyez, entre les promesses de campagne qu'on ne peut pas tenir et ce que nous faisons, il y a une différence, c'est que nous, ce que nous avons dit que nous ferions, nous le faisons. Dans le prochain collectif budgétaire, on observe que 300 millions de francs seront consacrés à financer 1500 contrats CAE, dont l'efficacité en termes d'insertion est quasi nulle. Pourquoi ces CAE et pas de l'apprentissage? Alors, encore une fois, il faut remettre l'église au milieu du village. Nous avons critiqué les CAE qui étaient en grande majorité attribués à des organismes qui ne pouvaient pas embaucher en fin de cycle, comme les mairies, comme un certain nombre d'administrations. Et donc, si vous avez bien lu le nouveau cadre qui a été fixé pour les CAE, nous les dirigeons là vers des TPE et vers des organismes qui pourront embaucher en fin de cycle. C'est toute la différence. C'est-à-dire que le taux d'insertion en fin de CAE ne sera plus le même. Sans trop s'avancer, pensez-vous que la population aujourd'hui perçoive bien le cap de votre gouvernement ou là aussi faut-il attendre le rendez-vous des 100 jours? Vous savez, les gens que je rencontre tous les jours, en tout cas, me disent qu'ils perçoivent le changement de ce gouvernement et qu'ils en sont satisfaits. Le cap, la stratégie, c'est quelque chose qui va se dessiner progressivement. J'engage tout le monde à lire et relire le programme du Tavini Hulatira, puisque nous, la stratégie, elle est simple, elle est écrite dans ce programme électoral, donc c'est assez simple. Et en interne, au sein du Tavini, votre cap correspond-il aux aspirations du parti? Bon, bah oui, c'était notre programme électoral, on a tous fait campagne dessus, donc c'est notre guide de conduite.
Ensuite, Il y aurait des tensions en interne? il y a toujours des tensions dans une famille, il y a toujours des petites chamailleries. Elles ne sont pas forcément un signe de divergence politique. Elles sont le signe que, d'abord, c'est une majorité qui est jeune. Sur 38 représentants formant cette majorité, nous en avons 35. Donc c'est la première expérience à l'Assemblée de Polynésie. Donc forcément, ils prennent leur marque, ils essayent voilà, de pousser les lignes, ils essayent de voir jusqu'où ils peuvent aller. Et puis c'est le rôle des anciens de leur rappeler les règles et le bon fonctionnement du groupe. Tout de même, les tensions persistent. Non, enfin, il y a des tensions, mais on s'explique et puis les choses rentrent dans l'ordre. Parlons diplomatie à présent. Le président Emmanuel Macron sera en Nouvelle-Calédonie ce lundi. Sur place, il s'exprimera certainement sur la stratégie indo-pacifique de la France. Selon vous, quel est le rôle de la Polynésie? Moi, je l'ai toujours dit, cette stratégie indo-pacifique, depuis qu'elle a été énoncée lors du discours de New Delhi en 2018 par le président Macron, sachant qu'elle a été élaborée avant, déjà, du temps du président François Hollande, très peu de gens arrivent à dire ce qu'il y a dedans. Très peu de gens arrivent à matérialiser ces déclinaisons, que ce soit en termes de culture, en termes d'économie. Aujourd'hui, la seule déclinaison qui est palpable, c'est ce qui a été annoncé au plan militaire, à savoir la remilitarisation du Pacifique qui a été annoncée par Sébastien Lecornu. Nous disons que c'est insuffisant et nous disons que ça nous rappelle un peu la raison d'État qui a prévalu à l'installation du CEP chez nous et nous ne voulons plus de ça. Donc nous ne sommes pas contre la stratégie indo-pacifique, c'est une stratégie équilibrée, une stratégie de non-prise de position entre les deux grands blocs. Ça nous paraît équilibré. En revanche, nous voulons être intégrés dès le début de la réflexion et nous ne voulons pas être là à subir en fin de chaîne. Et la France doit-elle être considérée comme une alliée? Écoutez, c'est la stratégie indo-pacifique de la France. On ne nous a pas demandé notre avis pour l'instant, mais il va falloir qu'on nous le demande. Vous allez participer aux célébrations de l'indépendance du Vanuatu le 30 juillet. Une rencontre est prévue sur place entre vous et Emmanuel Macron, le président de la République. Comptez-vous lui demander si l'État se rendra à l'ONU en octobre prochain pour qu'un dialogue s'ouvre sur l'ouverture du processus vers l'indépendance de la Polynésie? Je n'ai pas besoin de lui poser cette question. La France est représentée aux Nations Unies de manière permanente. Il y a un représentant permanent de la France aux Nations Unies qui est là tous les ans et à toutes les réunions. Simplement, ce que j'ai demandé déjà à Emmanuel Macron lors de notre dernière rencontre, c'est que ce dialogue puisse démarrer. Donc je ne pense pas avoir besoin de lui redemander ça. C'est un homme très intelligent et je pense qu'il a bien gardé en souvenir notre précédente discussion. Y aura-t-il d'autres sujets qu'il évoquera avec vous? Alors, je ne peux pas préjuger des sujets qu'il va vouloir aborder. Moi, je pars avec un certain nombre de sujets que je veux aborder, notamment l'ensemble des conventions qui sont à renouveler, et puis d'autres conventions qui sont peut-être à mettre sur pied si on veut, de manière sérieuse, par exemple, pouvoir tripler nos objectifs de pêche. Eh bien, il va falloir qu'un partenariat avec l'État se mette en place, parce qu'on n'a aujourd'hui ni la capacité en local de construire des bateaux en nombre suffisant, ni la capacité de former les équipages et les personnels qui vont avec en nombre suffisant. Donc à un moment donné, il va falloir qu'on discute avec l'État, mais on va le faire. Président, un mot sur la nomination de Philippe Vigier, nommé ministre délégué chargé des Outre-mer. Oui, bah écoutez, Philippe Vigier, c'est un député que je connais bien. On a bossé ensemble au sein de la délégation des Outre-mer lors du mandat précédent. C'est quelqu'un qui connaît... C'est un bosseur. C'est un fin politique puisqu'il est élu depuis très longtemps. Ce n'est pas quelqu'un qui a un parcours administratif, c'est un politique. Donc on va avoir, je pense, un style un peu différent de celui du précédent ministre délégué. Maintenant, il ne connaît pas réellement les Outre-mer, il n'a jamais exercé dans les Outre-mer. Est-ce que c'est un inconvénient? On peut le voir comme ça. D'un autre côté, ça veut dire qu'il aura un regard neuf et peut-être non biaisé sur les Outre-mer. Espérons-le. Une question sur une institution du pays, le CESEC. Sera-t-il opérationnel à l'ouverture de la session budgétaire en septembre? Écoutez, en tout cas, la loi de pays qui vient réformer sa constitution et sa composition a été adoptée à l'unanimité. C'est un bon signe. Ensuite, les lois sont les lois. Les hommes, les organisations humaines, ensuite, sont toujours susceptibles de créer des perturbations. On l'a vu récemment avec la CCISM. Voilà. On parle du Pax. Anthony Géros a dit récemment sur notre plateau qu'il faut le rendre applicable en Polynésie. Une volonté partagée par votre gouvernement?
Ben oui, encore une fois, il faut juste relire le programme du Tavenir Latira. Nous avons écrit et nous avons dit, et nous respectons toutes les libertés. Je vous rappelle que la première fois que le drapeau LGBTQ a été hissé sur les mâts de la présidence et de la vice-présidence, c'est sous ce gouvernement. Ce sera pour quand le Pax en Polynésie alors? Ah ben ça, c'est le calendrier de l'Assemblée qui nous le dira. Monsieur le Président, merci pour ces Allô. réponses et merci d'avoir accepté notre invitation ce soir.